Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Madame Filet. Je suis inspecteur expert à la DGCCRF, Direction Générale de la Concurrence, Consommation, Répression des Fraudes. À ce titre, donc, je suis chargée d'enquête de concurrence. Alors, notre service est rattaché à la Directe des Pays de la Loire, qui se trouve à Nantes. Et au sein de la Directe des Pays de la Loire, vous avez plusieurs pôles, dont un pôle qu'on appelle le pôle C, qui est le pôle concurrence, consommation et métrologie. C'est pour vous situer un petit peu. Donc j'étais chargée d'enquête de concurrence. Quand je vous dis enquête de concurrence, ça veut dire que nous recherchons tout ce qui est pratique d'entente ou abus de position dominante sur un marché. Et bien souvent, les marchés publics constituent un terreau propice aux ententes, particulièrement aux ententes entre entreprises. Là, aujourd'hui, nous traitons davantage donc, de l'approvisionnement en produits alimentaires, mais voilà, ce n'est pas le seul champ d'investigation qu'on peut être amené à pratiquer. Par ailleurs, je vous parlais de la DGCCRF, certains d'entre vous, je pense, connaissent bien. Nous avons des enquêteurs qui sont chargés de contrôler la conformité des produits, en particulier la qualité et surtout l'étiquetage. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans l'atelier sur l'exécution des marchés et sur le suivi de l'exécution. Mais aujourd'hui, j'ai proposé donc de parler des enjeux économiques et financiers, économiques et juridiques, de l'approvisionnement de qualité en matière alimentaire, en sachant que la présentation de M. Tessier était très complète, très dense aussi. Et j'ai juste préparé juste un petit diaporama, mais vous allez voir, il n'a rien de très ambitieux. Il me permet surtout d'ajuster mon propos par rapport à la présentation de M. Tessier. Donc, ce sur quoi j'aimerais insister aujourd'hui, c'est sur l'importance de la mise en concurrence en matière de commande publique. On a l'habitude de parler au sein de notre administration. On dit que le code de la commande publique, c'est un code de la mise en concurrence. Donc, voilà, déjà, à la base, pour nous, c'est un code de la mise en concurrence des opérateurs, des fournisseurs. Et donc, je vous invite, comme me disait un ancien prof de droit, à vous coller au texte, en fait, à revenir au texte, parce qu'on fait beaucoup de commentaires sur les réformes qui ont eu lieu aussi successives en matière de commande publique, mais je pense que le plus simple, à la base, c'est de revenir au texte. Donc je vous ai simplement préparé des slides resituant les textes. Et comme le disait très justement M. Tessier tout à l'heure, il faut repartir des principes de la commande publique qui se trouvent, que vous allez pouvoir retrouver à l'article L3 du Code de la commande publique. Donc, nous avons les principes fondamentaux. Les principes fondamentaux sont les principes de libre accès à la commande publique, d'égalité des candidats et de la transparence des procédures. L'objectif, c'est bien l'efficacité et la bonne utilisation des deniers publics. Moi, ce que je traduirais par la recherche de l'offre économiquement la plus avantageuse, ce qui est un terme régulièrement utilisé en matière de commande publique. Et quels sont les moyens pour y parvenir? Eh bien, c'est la publicité et la mise en concurrence. Donc c'est bien pour cela que je vous disais que pour nous, le code de la commande publique, c'est un code de la mise en concurrence. Ces principes vont pouvoir se traduire à différents niveaux, au stade de la définition des besoins, au stade de la mise en œuvre de la procédure de mise en concurrence,
et puis au stade de l'exécution du marché. Alors, c'est vrai que le Code de la commande publique traite des critères, des spécifications techniques, des conditions d'exécution du marché, mais il y a un article clé dans le Code de la commande publique, c'est l'article R 2152-7 du Code. Donc en fait, je n'ai fait que reprendre ici l'ancien article 62 du décret qui traite de l'analyse des offres et donc des critères possibles, des critères qu'il est possible d'utiliser pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse. Donc, quand on regarde le texte, on s'aperçoit donc qu'on a deux possibilités. Soit on choisit l'offre sur le seul critère du prix, en sachant que le prix peut être, comment dire, affiné, je ne vois pas très bien là, affiné, en particulier sur la notion de coût déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie. Donc ça, c'est une notion qui méritera d'être affinée et surtout d'être pratiquée dans le cadre, ou dans l'objectif en tous les cas, de préserver le développement durable. Donc ça, c'est un des objectifs du Code de la commande publique. Mais si vous regardez bien, il y a une deuxième possibilité, c'est celle d'utiliser plusieurs critères. Mais ça, je ne vous l'apprends pas. Je le suppose par rapport aux participants qui sont là aujourd'hui. Et donc, parmi ces critères, le Code permet d'en utiliser plusieurs qu'ils soient non discriminatoires, à condition qu'ils soient non discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, nous dit le deuxième de cet article. Et là, on voit bien qu'on insiste énormément sur la qualité, y compris la valeur technique et la caractéristique esthétique et fonctionnelle, l'accessibilité, l'apprentissage, la garantie de la rémunération équitable des producteurs. Et également, il existe également des critères liés au développement durable, au développement et aux performances environnementales, ainsi que le Code donne la possibilité d'accentuer le développement des approvisionnements directs. Ce que je vois, moi, quand je regarde ce texte, c'est qu'à aucun moment on ne parle d'achat local, de produits de proximité ou de quoi que ce soit. Donc, pour le moment, le Code de la commande publique ne parle pas de ça. Il insiste énormément sur des critères objectifs et suffisamment précis pour éviter aussi tout choix discrétionnaire, puisque là, il faut pouvoir respecter les principes fondamentaux, l'égalité des candidats et le libre accès à la commande publique. D'ailleurs, la DAJ, la Direction des Affaires Juridiques du ministère de l'Économie et des Finances, indique bien dans sa fiche relative à l'examen des offres que le critère, la proximité géographique ne peut constituer un critère pour choisir un fournisseur. Donc là, la doctrine est assez claire, la réponse ministérielle de janvier 2020 également. Donc, jusque-là, l'achat local n'est pas un critère en soi. Il va falloir pouvoir utiliser des critères d'approvisionnement direct, des critères de respect de l'environnement. Et là, ces critères devront rester qualitatifs. Alors la loi Egalim, je vais juste la déflorer un petit peu, parce que je ne suis pas une spécialiste de la loi Egalim, mais je m'y suis intéressée forcément. Alors la loi Egalim, elle fixe à l'horizon du 1er janvier 2022 que les repas devront être composés à hauteur de 50% en valeur du produit dont la qualité répond à des conditions précises.
et dont 20% de produits bio ou en conversion vers le bio. Et là encore, quand on regarde le texte, on ne parle pas d'achat de proximité, on ne parle pas d'achat local. Donc c'est bien la mise à l'honneur, de mon point de vue, c'est la mise à l'honneur dans la restauration collective, des produits sous signe de mention de qualité, des produits bénéficiant de signes officiels d'identification de qualité et de l'origine, ou de mentions officielles valorisantes, des produits issus de la pêche durable et plus généralement des produits satisfaisant de manière équivalente aux exigences de label. Donc vous voyez bien que là encore, le texte ne mentionne pas les achats de proximité, d'où la grande vigilance qu'il faudra avoir lorsque vous vous mettrez en concurrence. Pas de critères d'achat local. Et ça, M. Tessier vous l'a expliqué. En fait, l'achat local, du point de vue de la concurrence, si on devait absolument mettre en avant l'achat local, c'est mettre de côté d'autres offres possibles. Donc, oui, le code de la commande publique doit pouvoir permettre à l'offre locale de se positionner et d'émerger dans le cadre des marchés qui seront passés par les collectivités locales en particulier. Ça peut être aussi les EHPAD, ça peut être d'autres acheteurs publics ou parapublics d'ailleurs. Ça, oui, ça c'est possible. Il faudra pour ce faire apporter une attention particulière, je pense, à l'allotissement, de façon à pouvoir permettre à l'offre locale de vraiment se positionner et avoir ses chances d'obtenir un marché. Mais pour le coup, elle n'est pas à, comment dire, j'ose pas utiliser le terme, à favoriser. Elle est à impulser, à faire émerger, oui. Mais voilà tout. Dans le cadre donc de nos missions, je vous parlais des enquêtes de concurrence que nous sommes amenés à faire. Nos collègues en direction départementale, parce que moi je suis au niveau régional, au sein de la directe, mais au sein de chaque département, il existe ce qu'on appelle une direction départementale des populations. Et au sein de ces directions départementales, en règle générale, vous aurez toujours un interlocuteur pour répondre à vos questions ou en tout cas vous apporter une réponse concurrence. Ces collègues en département sont là aussi pour veiller au libre accès à la commande publique, à l'égalité de traitement des candidats. C'est une des missions qui leur sont conférées par les textes. C'est pour ça qu'on est quand même assez vigilant sur ces questions-là, parce que qui dit non-respect du libre accès à la commande publique et traitement discriminatoire des candidats, ça induit des problématiques de concurrence, avec les risques contentieux qu'il peut y avoir derrière. Que ça soit un concurrent qui vienne se plaindre qu'il ait été mis de côté parce qu'on aurait plus favorisé un producteur local qu'un producteur régional qui se situerait bien plus loin. Voilà. Alors, en plus de cela, ce que je voudrais dire, c'est que l'achat de proximité, ce n'est pas une garantie de qualité. Un achat de proximité, c'est un achat de proximité avec effectivement l'avantage supposé qu'il y ait moins d'émissions de gaz à effet de serre, qu'il y ait des conditions d'exploitation respectueuses du bien-être animal, par exemple, qu'on ait une plus juste rémunération des producteurs. On peut imaginer que là encore, le fait qu'on soit dans un rapport plus direct
avec le producteur, on ait une rémunération plus équitable. Ça aussi, ça fait partie aussi des préoccupations de la loi Egalim. Pour autant, l'utilisation des critères de choix va permettre justement de pondérer chacune des préoccupations que vous aurez dans la mise en œuvre de votre procédure. Donc je vous proposais de faire juste en résumé pour bien retenir un petit peu les choses. Les textes permettent au local d'exister. L'offre locale a toutes ses chances pour obtenir des marchés. Pour autant, l'approvisionnement direct ne signifie pas approvisionnement de proximité. Anciennement, on parlait de circuit court. Le circuit court, ce n'est pas un approvisionnement de proximité. C'est un mode de commercialisation. C'est le fait d'avoir pas plus d'un seul intermédiaire. Donc l'approvisionnement direct ne signifie pas approvisionnement de proximité et les performances en matière de protection de l'environnement nécessitent d'être vérifiables et mesurables. On ne peut pas dire d'emblée parce que le producteur est à 5 km du site de la restauration, forcément ça va protéger l'environnement. Il faudra aller beaucoup plus loin dans l'analyse et la valorisation de ce critère. Et enfin, ce que je crois qui est finalement le plus important à retenir, c'est que la recherche de la proximité devra être justifiée par des critères qualitatifs, principalement à l'appui de signes, de mention de qualité, et ça c'est à mettre en lien avec la loi Egalim, justement, qui insiste là-dessus, et elle devra être appréhendée à travers des critères objectifs. Toujours pareil, des critères objectifs. Quels critères vous savez bien que, donc, comme je l'ai exposé là tout à l'heure, nous avons une pluralité de critères. Vous avez le critère de l'approvisionnement direct, vous avez le critère de la protection de l'environnement. Il va falloir être en mesure d'affiner ces critères, de savoir exactement ce que vous voulez dans votre demande, dans vos prescriptions. Pas facile, c'est tout un programme.